Bienvenue au Symposium Désir 2025, intitulé La résilience comme métier, le milieu communautaire face aux crises sociales contemporaines. Cet événement vous est présenté par l'Alliance Désir, regroupant le CAPAC et le portail VIH-Sida du Québec. Nous reconnaissons l'appui financier du gouvernement du Canada et de l'Agence de la santé publique du Canada. Un merci tout particulier à notre commanditaire AbbVie. Bon symposium! Face aux crises sociales contemporaines organisées par le CAPAC et le portail VIH-Sida du Québec dans le cadre du projet Désir. Il s'agit aujourd'hui de la deuxième partie de ce symposium, dont la première partie s'est tenue le 16 octobre dernier et dont la rediffusion sera disponible sur YouTube et les sites des organismes prochainement. Je me présente, je m'appelle Quentin Dufresne, j'utilise le pronom il, je suis journaliste à la presse canadienne et mes sujets d'intérêt sont le VIH-Sida, l'itinérance et les enjeux de LGBTQI+. Je vais donc être votre animateur aujourd'hui et au cours de ce symposium dont la participation est gratuite et disponible en virtuel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous aimerions reconnaître le territoire sur lequel le symposium se déroule. Les sièges sociaux du portail VIH-Sida du Québec et du CAPAC sont situés à Montréal, aussi connu sous le nom de Tiohtià:ke, dans la langue des Kanien'kehá:ka. Les organismes reconnaissent œuvrer sur le territoire non cédé et remercient la nation Kanien'kehá:ka qui est gardienne de ces terres et ces eaux qui sont historiquement connues comme lieu de rencontre et de rassemblement pour diverses nations autochtones. En outre, les activités des organismes ont lieu sur l'ensemble du territoire de 11 nations autochtones, terres qui n'ont pas été cédées. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et non autochtones. Alors, comme je le mentionnais plus tôt, la rencontre d'aujourd'hui se déroulera en virtuel. Le public aura la possibilité de poser des questions aux panélistes à travers le chat en ligne que nous lirons à la fin de chaque présentation. Chaque volet du symposium se conclura par un panel de discussion afin de faire interagir les différents panélistes. Nous parlerons aujourd'hui des approches autochtones, puis de la transphobie, de la stigmatisation, puis nous finirons par des discussions autour des personnes immigrantes et des réalités de précarité. Alors, le premier panéliste aujourd'hui est issu de la nation Cree Mushkego et intervenant travailleur de rue pour Cactus. Il s'appelle Pierre Parent et il va nous parler de son vécu, mais aussi de son approche. Bonjour Pierre. Bonjour, bon après-midi. Et quand vous êtes prêt, la parole est à vous. Voilà. Merci pour l'introduction. Merci pour la reconnaissance territoriale. C'est bien apprécié, c'est qu'on reconnaisse de plus en plus ça. Moi, j'ai cru dans le dialogue, puis c'est pour ça que je suis aujourd'hui. Je crois dans la communication qui est nécessaire. C'est toujours un peu nerveux les premières minutes, certainement. Puis surtout à devant un microphone, je me sens comme Elvis à moitié du temps, mais on va y aller. En tout cas, plusieurs choses avant de commencer. Mon français il est assez faible pareil. Je suis plus confortable en anglais, fait qu'il va y avoir un peu de switch entre les deux si vous êtes capable d'accepter ça. C'est ça, on commence. C'est bien ça, mon nom est Pierre Parent, puis j'ai 55 ans. Ça fait 5 ans que je suis à Montréal. Je suis travailleur de rue. Avant, je travaillais pour Indigenous Support Worker Project. J'ai arrivé ici en 2020, avril 2020, la journée que le COVID confinement qui a commencé. Et puis, j'ai commencé la position comme ISWP, Indigenous Support Worker Project. Et j'ai commencé une job en même temps avec PAC, Projet autochtone québécois. Je travaillais de 10 à 4 heures avec un sac à dos sur le dos à faire de l'intervention de rue pour les Autochtones à Milton et Park, ou sur le plateau Mont-Royal. Et je sautais sur l'autobus à 4 heures, puis j'allais travailler de 4h30 à minuit pour PAC. Il avait commencé un wet shelter, parce que les Autochtones avaient de la misère à aller dans d'autres shelters durant le COVID, quoi que ce soit. Fait que ça, c'était pour les parts. C'est un exemple pour les parts. OK, on y va. En anglais, je vais dire ça vite fait. I don't pretend to be an original investigator or an expert in any field, en sociologie, en psychologie, en criminologie ou en rien comme ça. Tout ce que c'est un gars de 55 ans qui a une expérience de vie assez pareil rock and roll, disons. J'ai vécu à travers du Canada, j'ai vécu dans le Yukon pendant plusieurs années. J'ai vécu dans le Nunavut pendant plusieurs années. Et puis, je suis arrivé à Montréal ici. Initialement, mon histoire... OK, comment on va dire ça? My lived experience is not necessarily an easy one. It has many of the same characteristics of our people, of Indigenous people. Effects of lateral violence and interracial trauma being a reality.
Sadly, it includes 10 years consecutive in federal prison. In 2010, I was convicted of an unfortunate crime, and I spent 10 consecutive years in custody. We called my presentation Weseskin. Weseskin is maybe a bit cheap because there is a treatment center in Quebec, which I spent a year and a half at, for Indigenous people at lower securities of prison before coming out. This was the best thing that happened to me, a year and a half integrated in my culture, in teachings, in medicine, in healing, and practices and whatnot. Weseskin, the reason I chose this is because Weseskin is a Cree word meaning that time right after a storm where the dark clouds disappear and fade away and the sun starts bringing again. So I kind of think that's appropriate. Et encore une fois, je m'excuse pour l'anglais français. C'est ça. Dans le moment, je travaille pour Cactus avec un volet, disons, autochtone. Mon mandat il est plus autochtone que quoi d'autre. Puis je suis impliqué dans beaucoup de choses à travers la ville de Montréal puis la province du Québec. Je fais partie de l'Association des intervenants du Québec. Je suis un Indigenous Knowledge Keeper pour les autres. Dans le comité de PSE, Lived Experience. Et puis, je suis aussi profane pour combattre la crisis des OPSC. On va une joke, qu'est-ce qu'on fait? On va dans les communautés avec profane et we teach people how to become teachers of naloxone. C'est pour apprendre les communautés. Après qu'on part, ce monde-là, ils peuvent apprendre à d'autres personnes. Tout le monde devrait avoir une formation en naloxone avec la réalité qui se passe en le moment. Encore une fois, un peu en anglais, pas en français. Juste avant, while incarcerated, il y a bien du monde qui sort bien pire en prison qui rentre. Moi, j'étais chanceux. Me suis intégré depuis la première journée dans ma culture. Bref, mon livre, ma vie, c'est un livre ouvert. Quand je m'avais fait condamner à 10 ans, I tried to take my life that first week in prison. Puis là, ils m'ont envoyé j'étais dans le psych ward, disons, là, tu sais, parce que... So, ils ont envoyé un prêtre avec une Bible. Non, ça ne marchait pas. Fait que là, ils ont envoyé plus tard. La seule bonne chose qui se passe en Correction au Canada, pour moi, c'est qu'ils ont des Autochtones maintenant, des elders, des aînés, et des Aboriginal Liaison Officers. Et puis, ils m'ont appris, le gars qui est venu voir quand j'étais en Suicide Watch, I could relate to his experience. C'est un ex-addict, an ex-criminal, who il était à l'université, il succeeded, maintenant he's there to help people. Fait que moi, à cause de lui, comme enseignant, comme teacher, comme elder, j'ai un rôle de faire la même chose. Fait que moi, maintenant, je compte mon histoire. Je suis un storyteller, if you will. And quand j'ai eu l'opportunité d'avoir des cours de sponsorship, j'ai fait 14 cours universitaires et collégiales en université. En université, en prison. Et puis, j'ai aidé à développer avec un staff de Correction Canada. Ça s'appelle APEC, Aboriginal Peer Education Coordinator. C'est un programme qui est maintenant à travers du Canada. C'est ça, c'est pour les pairs, c'est pour les pairs. Parce que les Autochtones sont surreprésentés en prison. On est 4% de la population du Canada. Quand je parle d'Autochtones, je parle d'Inuit, Métis, ou Indigenous, or Native, or whatever. On est 4% de la population au Canada. However, we're like 37% of the prison population. Il y a quelque chose de pas correct là. So, j'ai développé ce programme-là, puis il est à travers du Canada maintenant, puis c'est ça, c'était pour harm reduction. Il y a du monde dans toutes les prisons maintenant, avec le training, qui ont le droit de distribuer des condoms, stuff for tattoos, harm reduction approaches. So, quand j'ai sorti de prison, dans 2 semaines, j'avais un bracelet sur le pied, j'avais jamais venu à Montréal avant. Je suis venu ici initialement pour aller pour aller à McGill, et puis juste à cause du COVID, quoi que ce soit, j'ai commencé 2 emplois dans la même semaine. Je travaillais 70 heures par semaine. J'ai fait ça 3 ans de temps non-stop. Je me suis brûlé les têtes. On a perdu countless, rest in peace, members of our community, through COVID, through overdoses, through, unfortunate circumstances. Fait que moi, j'ai une mission. Qu'est-ce que je fais, c'est bien plus qu'un job. C'est a way of life pour moi. The work I do is grounded in lived experience.
in the wisdom of the 7 Indigenous teachings, which are love, courage, respect, honor, gratitude, we must do here, and academic studies. I connect with Indigenous people in situations of homelessness. I build, maintain relationships, and I innovate solutions within the Indigenous street community. My role as an outreach worker is to increase the quality of life of Indigenous people experiencing homelessness by meeting them where they're at. Okay? This applies to geographical location on the streets and also from a harm reduction perspective. I support safer substance use and whatnot. I facilitate Indigenous space in the streets, dealing with businesses, with residents that live in those areas. Comme je vais dire un exemple de Milton and Park, for those who know Montreal. The Ombudsman, ils ont fait une investigation là, en 2022. J'ai fait partie de ça, où ce que tous les voisins, tous les store owners, puis tout ça, could not handle what was going on there. The violence and the alcoholism and the screaming and the damages done. So the Ombudsman called what happens at Milton and Park a humanitarian crisis. However, this humanitarian crisis goes far beyond just Montreal, Milton and Park. This is a an issue across Canada, across the world even. So I don't pretend to have all the solutions, all the answers. As I said, I'm not an expert in anything, but I can relate, and I believe that intervention work, le symposium aujourd'hui, c'est résilience comme métier, faire crise ou crise sociale. Ben, les crises sociales, c'est comme l'Ombudsman Report qui dit it's a humanitarian crisis, c'est l'affaire des surdoses, c'est plusieurs choses que je suis impliqué dedans. Comme j'ai pas toutes les réponses, mais mon rôle, c'est d'être un modèle, disons, comme pour voir, comme l'aîné qui est venu voir quand je suis en Suicide Watch, qui est un modèle pour moi, qui m'a inspiré, qui m'a donné de l'espoir, qui m'a compté, qui m'a appris pourquoi je suis de la manière dont je suis, pourquoi comme peuple, on est de la manière qu'on est. Il faut qu'on comprenne intergenerational trauma, il faut comprendre lateral violence, il faut comprendre ces choses-là. So, c'est ça, I build and maintain collaborative social relationships that contribute to Indigenous healing from intergenerational trauma and colonial violence. My role is to be a peer model within Indigenous cultural specific harm reduction way. Il y a des réalités qui sont difficiles. Puis, I'm blessed to be doing this kind of work because it's far more than work for me. However, it's trying. You get attached to the people, and I can't even count the number of people that have died in the last 5 years since I've been doing this. Right here on this corner, 2 years ago, within an hour, 6 Native people of our community went down from an overdose within an hour. They were sold bad drugs. They weren't expecting that drug to be in the drugs that they were consuming. 6 people dropped. It was a horror, and one of them died. One of them still in a coma right now, and that's just one example of countless deaths that I've experienced from our community members. We often don't have like memorial services for one people. We have to have them like for 5-6 people at a time. That's a humanitarian crisis. Yeah. So I'm a little. I really don't know quite where to go with this, but dans le moment, comme ma job est vraiment autonome. Comme je mets un backpack sur le dos, puis je pars en direction. Je me tiens pas mal à Cabot Square dans le moment. Et puis, une chose que je fais dans mes interventions, c'est, j'arrive pas là avec une cape sur le dos, puis c'est Superman, et puis comment je peux vous aider? Moi, je crois pas là-dedans. Moi, je vais m'asseoir à quelque part, puis je suis un artiste, puis je vais sortir un de mes arts, soit du beading, soit du soapstone carving ou quelque chose. Et puis, je vais juste m'asseoir là, puis je vais commencer à carver. Puis là, le monde, ils vont me voir, puis souvent, c'est le monde qui va m'approcher. Puis de cette manière-là, surtout avec le carving, avec les Inuits, c'est les autres qui m'ont appris. J'ai eu là pendant plusieurs années aussi, dans les Iqaluit Nunavut. Et puis, c'est ça. Je crois dans l'artisanat pour une manière d'intervention. Je crois vraiment là-dedans.
Et c'est souvent, ils tiennent la pierre, ils savent que ça vient de leur communauté, cette pierre savon-là, disons, ou, ça ramène des mémoires, nostalgia. And sometimes you don't even have to say a word. Tu sais, une intervention, ça peut être 1 heure, 2 heures sans dire un mot, des fois. Puis, je continue à apprendre. J'ai pas toutes les solutions by far. Ça vient souvent discourageant. Mais this is what I believe in. Je fais ce que je peux. Juste, je fais aussi partie de CHUM. Je suis dans un projet de recherche de 5 ans. C'est une grosse implication que je suis fier d'être. C'est tous des docteurs, des professeurs, quoi que ce soit. Et puis moi, c'est l'Indigenous Knowledge Keeper au fond. Et puis, c'est sur l'addiction et les femmes. Fait que moi j'apporte de l'information dans les recherches. Juste, je crois dans nos personnes, puis ça va avec les Autochtones puis les non-Autochtones aussi. Moi, je crois que l'addiction, puis qu'est-ce qu'on voit sur la rue, sur les homelessness, it's trauma-based. Moi, je crois dans le trauma. Je crois dans Dr. Maté, de Gabor Maté, à Vancouver. Il travaillait sur le premier site fixe qu'on sortait à Vancouver. Il a tout vu. Puis il a écrit 400 livres, lui et son fils. Puis ça résonne vraiment vrai. Puis c'est ça que j'use dans mes choses. Je crois dans ACT Therapy, Cognitive Skills Therapy. J'use ça comme dans mes interventions. Mes interventions sont aussi autant que moi que pour le monde que je parle avec. It's always about healing. It's about growth. It's about learning. It's about doing my part. Voici un petit exemple vite fait, puis je sais pas combien de temps il me reste, ça. Il nous reste une petite minute. Ok, Mais vous ben, pouvez c'est parfait pour mon exemple. On s'en souvient des feux de forêt de 2 ans ici passés dans le Québec, où les communautés se faisaient évacuer, puis c'est en gros, c'était sérieux. Ben, nous autres, on use comme storytellers, comme une petite histoire vite faite, moins qu'une minute. Il dit, explique un peu ce que je fais. Tous les feux de forêt, tous les animaux, on imagine ça, là, ils sauvaient du feu. Ils sauvaient du feu, comme les orignales, les chevreuils, les ours, les petites marmottes, les écureuils, tout. Ils sauvaient du feu, le feu est en arrière, ils sauvaient, puis ils sauvaient vers la direction d'une rivière. Ils sont tous rendus à la rivière, le poil dans le dos, les plumes à moitié brûlées, puis exhausted and scared and looking back, puis comme, c'est pas qu'est-ce qu'on fait, on look back, puis that fear is coming for us. Puis là, tout d'un coup, le petit hirondelle, tu sais quoi qu'on appelle le hummingbird. Le hummingbird, le petit oiseau, le plus petit oiseau mouche là, qui existe. Lui, il arrive, c'est le dernier qui arrive, il regarde toute sa communauté en bas, il regarde en arrière le gros feu qui s'en vient, il regarde l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? He dives in the water, takes a drop of water, flies to the fire, drops it in the fire, comes back. Là, tous les animaux, ils disent, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, ça n'a pas la même affaire une autre fois. Il dit, I'm doing what I can. And that's what I do. Okay. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci pour la sincérité aussi. Donc maintenant est venu le moment de poser vos questions, que ce soit en ligne ou en présentiel pour les personnes dans la salle. Il ne va pas y avoir de questions pour le moment. Donc la prochaine personne est intervenante en sensibilisation aux ITSS, au Indigenous Health Center of Jojage. Il s'appelle Sylvain Baudry. Il nous rejoint virtuellement. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, vous allez nous parler des ITSS et des communautés autochtones. Donc, Sylvain, quand vous êtes prêt, la parole est à vous. Dan Kwayanzewe Ndelewaze Sylvain Baudry, Kolepayon. Je ne m'identifie pas comme autochtone, mais plutôt comme descendant Abenaki. Vu qu'il y a déjà eu une reconnaissance de territoire, j'en ferai pas une deuxième, mais merci de l'avoir fait au début. Qui je suis? Je travaille en milieu communautaire VIH depuis 2007 et je suis une personne vivant avec le VIH. Je vis depuis 20 ans. On m'a demandé de faire un portrait un peu des ITSS et chez les Autochtones. Et je dois humblement dire que il n'y a pas énormément de données sur les taux de contamination ou de l'infection aux ITSS. On sait par contre qu'il y a un portrait qui
et comme dans toute la communauté au Québec, les autres communautés, c'est une augmentation de la gono, clams, syphilis. L'hépatite C qui semble aussi être en augmentation. Au niveau VIH, c'est pas, on n'a pas vraiment beaucoup de données supplémentaires. Ça reste quand même égal, puis je vous expliquerai un peu plus loin pourquoi. Et la tuberculose qui est pas une infection, une TSS, mais qui est préoccupante dans l'augmentation. Donc ici, oui, je reviens à la slide sur la diapo sur le centre de santé. Le centre de santé existe depuis 2012 sur papier, mais ça a pris 10 ans de travail acharné et bénévole de certaines personnes pour concrétiser ce rêve-là et de faire en sorte que on puisse voir le jour. Ça fait depuis 2022 que le centre est ouvert. On a commencé tranquillement avec du service de médecine d'urgence et puis tranquillement, les autres services se sont greffés. Hem, Évidemment, l'objectif était de pouvoir fournir des services de santé aux communautés autochtones de Montréal, du Grand Montréal, dans un contexte, dans une approche holistique et de contexte de sécurité culturelle. Donc, pour les services, ben, on commence tranquillement à avoir pas mal de services, mais on a aussi le médecin, l'infirmière, on a à peu près l'équivalent de 2 d'ouverture de clinique avec un médecin et infirmière. Après ça, ben, il y a les cliniques d'optométrie, on a des cliniques pour le diabète, heu, la réduction des méfaits évidemment, distribution de matériel stérile de consommation. Un service de navigation autochtone dans les systèmes de santé. Donc, on travaille beaucoup en collaboration avec les autres navigateurs TRIS du milieu, du réseau de la santé. Mais vu que le nerf de la guerre est toujours le financement, ben, pour l'instant, on attend toujours la continuité du financement pour pouvoir augmenter le nombre de navigateurs ou de navigatrices autochtones. Donc, comme je disais, l'augmentation des ITSS, qui est reflet de la population en général, mais avec la particularité que la tuberculose dans les régions nordiques est en très grande augmentation et ça vient compromettre aussi la santé générale des Autochtones et favorisant aussi l'éclosion de d'autres infections. Donc, la tuberculose voyage beaucoup avec le VIH. Donc, ça devient préoccupant et il n'y a pas beaucoup de ressources de disponibles. Ensuite, les explications, ben, peu ou pas de données. La migration des personnes autochtones aussi fait en sorte que ça devient difficile de suivre un patient. Les personnes viennent dans les centres urbains pour obtenir d'autres soins de santé s'ils ont besoin, par exemple, d'une opération ou de soins de santé qui n'est pas disponible dans leur région. Et puis, le racisme systémique vécu par dans les institutions de santé, il y a moins de personnes qui veulent s'identifier comme autochtones. Donc, les Autochtones vont peut-être aller fréquenter des cliniques de santé, mais vont éviter de dire qu'ils sont autochtones parce qu'ils veulent s'assurer d'avoir un service de santé équivalent à la population en général. Donc, ça équivaut aussi pour lors de dépistage des TSS, par exemple. Donc, ils ne vont pas s'identifier comme autochtones et
Ce qui arrive aussi, c'est que ça bouge beaucoup. Donc, ici, à la clinique, au centre Tiohtià:ke, on a une journée de clinique avec des médecins qui travaillent dans le nord québécois avec les communautés inuit, la communauté inuit. Donc, des fois, ils vont voir leurs patients dans leur village, ils descendent à Montréal. Ensuite, il y a une possibilité de suivi, mais c'est souvent difficile de les retracer. Donc, on a souvent des demandes des médecins qui nous demandent est-ce que vous avez vu telle ou telle personne? J'ai ses résultats, puis il faudrait que je lui parle. Donc, on essaie de rechercher les personnes, qui n'est pas toujours très évident. Et puis, il y a toujours le contexte de la confidentialité aussi des informations. Donc, c'est des fois plus délicat pour retrouver une personne. Donc, on essaie, on fait ce qu'on peut. Et puis, on a quand même nos petits succès ici et là. Les personnes de la communauté, le sang, oui, ce qui sauve un peu au niveau du VIH, surtout, puis de l'hépatite C. euh, Ce qui sauve beaucoup certaines communautés autochtones, dont dans leur croyance, dans leur approche, dans leur spiritualité, le sang est considéré comme sacré. Donc, il y a un peu moins de consommation par injection de substances. Donc, ce qui aide un petit peu, je pense, à la moindre augmentation de cas. Mais l'augmentation des cas de tuberculose, ça, il faut vraiment faire quelque chose bientôt. Ensuite, mes observations, ce qui est difficile un peu dans le travail de tous les jours, c'est que établir des relations avec les communautés autochtones prend du temps. Donc, c'est un travail de longue haleine de pouvoir avoir la confiance des communautés et puis parler de comportements sexuels, de prise de risque, de consommation. Et déjà en soi des sujets qu'on n'aborde pas nécessairement facilement avec tout le monde. Donc, encore moins avec des communautés dont la confiance n'est pas là. Et puis, il faut que tu fasses tes preuves avant d'être capable d'engager vraiment des conversations de ce niveau. Donc, parler de substance, parler d'ITSS, c'est difficile. Mais il y a le niveau de langage aussi. Et quand ta langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais, ça complique un peu beaucoup les choses. Donc, les explications, une fois que le niveau de confiance est là, une fois que les liens sont tissés, on te reconnaît, ça facilite les choses. Euh, J'aurais besoin éventuellement de traducteurs qui pourraient faire le travail avec moi euh, pour être sûr de toucher les bonnes personnes et de parler leur langue. Mais ça aussi, il faut les payer, ces gens-là, il faut avoir les sous. Donc, c'est un petit blocage là aussi. Donc, les besoins, ce serait d'avoir de vraies solutions en matière d'itinérance, premièrement. Donc, ce qui est, ce qui fait toute la différence entre l'approche nord-américaine de la santé et l'approche autochtone, c'est de voir la personne dans son entièreté et non pas juste par le 15 minutes que tu as à lui offrir devant un médecin pour trouver une solution à son bobo actuel. Donc, si on veut vraiment faire un travail de fond sur la consommation, sur les ITSS, sur les autres problèmes de santé, il faudrait d'abord et avant tout trouver une manière de loger ces personnes-là à prix modique et donner accès à un toit au-dessus de la tête, de pouvoir avoir des services, des soins de santé soutien culturel en santé mentale.
faire face au trauma, plus d'accès à des services de soins de santé culturellement sécuritaires, plus d'informations dans des diverses langues autochtones parlées au Québec et une meilleure collaboration avec le système de santé. Donc, on a besoin de s'asseoir ensemble et de parler à la même table, ce qui est vraiment pas évident aujourd'hui. Donc, ben voilà, Miigwech, Oleone, thank you, merci. Voilà, c'était ma présentation. Merci. Merci beaucoup, Sylvain. Donc, ça nous amène à la période des questions à nouveau. Est-ce qu'on aurait des questions dans le public en personne? Je vais y aller vite fait, Sylvain, juste à me dire, I fully agree que tu dis, faut qu'on voie la personne entière. Tu sais, c'est pas ça de medicine wheel, physical, emotional, spiritual, mental. Tu sais, faut tout voir ça, faut tout comprendre le vécu qu'ils ont peut-être passé, puis dans 15 minutes, c'est impossible. Puis tu peux pas juste faire un stigmatized decision, Miigwech for that, c'est bang on, c'est ça. Et merci pour ta présentation. Mais si peut nous... Ben, merci. Pardon. Merci à toi aussi d'avoir dit qu'une bonne rencontre avec des Autochtones pourrait être 1 heure en silence, passée en silence. Parce que c'est ça aussi, d'être avec les Autochtones, c'est de respecter les moments de silence. On n'a pas besoin souvent de parler pour se comprendre. C'est ça. Puis 2 oreilles puis une bouche aussi. Ça c'est important Exact. aussi, tu sais. Pas parler pour les autres, pas assumer qu'on sait qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'on a besoin. C'est ça. Pendant 50, 500 ans, the colonialistic practices have decided everything for them. C'est tant que c'est nous autres qui est impliqués pour les parts. Mais merci. Est-ce qu'on entame notre panel de discussion? Parce on était au moment du panel de discussion pour faire jaser les deux intervenants. C'est parfait, merci. Moi, j'avais peut-être une question, si vous n'avez pas de réaction l'un et l'autre envers vos différentes présentations. Mais on sent l'urgence, le sentiment d'urgence déjà. On sent les enjeux. Moi, j'aimerais savoir, à court, moyen terme, selon vous deux, quelles seraient des solutions faisables à mettre en place immédiatement, mettons, pour pallier aux différents obstacles que vous constatez sur le terrain? Moi, mon opinion, encore une fois, je ne claime pas pour être un expert ou un all knowledge là-dedans, mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a trop de divisions. Tu sais, le old saying, United we stand, divided we fall. Tu sais, c'est ça qui arrive. Comme, first of all, Dojaki Health Center, c'est super. Ça, c'est un exemple qu'on a besoin. Cactus, on est allé l'année passée. La semaine passée, moi et mon staff, on est allé vous visiter. Puis, tu sais, ça vraiment impressionnant tous les services que vous êtes rendus avec. Parce que j'ai suivi depuis le commencement cet organisme-là avec Sophie, puis quoi que ce soit. Puis plusieurs autres fantastic people that have been involved. En tout cas, là, en fait, solution, c'est ça qui arrive, même le gouvernement, disons, le provincial va blâmer le fédéral, le municipal va blâmer le provincial, puis quoi que ce soit. Comme, il faut avoir un unity somehow, même avec les organismes à Montréal. Tu sais, on a plusieurs organismes fantastiques, Dojaki Health Center, on a First People's Justice Center, Native Montreal, on a le Friendship Center, puis tout ça. Mais tu as des intervenants tout partout. Mais ils font toute une petite bête ici, une petite bête là, puis comme le monde, ils savent pas, overall, qu'est-ce qui se passe. First and foremost, je crois dans un toit. I think we need housing for everybody. That's the first. Puis pas juste donner un housing, parce que dans le COVID, avec ISWP, we successfully housed 12 people. Mais tu peux pas juste give them the keys and take off. They need continued monitoring, continued support. C'est ça, c'est bien important. Puis ça se fait pas dans 15 minutes, comme tu dis. C'est ça qui est le plus important. It needs ongoing. Puis il faut comprendre les cultural significance differences. Il y a des grosses différences culturelles aussi, comme qu'il faut apprendre, faut gérer. Puis, it's a beautiful thing, but it's a very challenging thing. Est-ce que Sylvain, vous voulez rajouter quelque chose par rapport au propos? Ben, je suis tout à fait d'accord avec Pierre sur le fait que ça va prendre plusieurs discussions, ça va prendre du temps avant de pouvoir offrir, mais il faut offrir un service, des possibilités de s'en sortir réelles et non pas du financement sporadique, temporaire. Ça nous prend un vrai endroit pour loger les personnes, qu'on puisse faire de l'intervention sur place et qu'on puisse avoir accès
à une stabilité dans le temps et non pas juste parce qu'on a reçu un financement pour un tel programme et puis il finit au 31 mars et that's it, là. C'est ça. Ça prend plus d'investissement que ça. D'accord. Merci. Mais merci à vous deux pour vos réponses, pour cette belle discussion. Avant de passer au prochain volet, nous allons visionner quelques courtes vidéos. Bonjour, je m'appelle Jeannette et je suis directrice générale du Centre Action Solidarité Montréal, appelé aussi CASAM. Il a été fondé en 1990. Il est situé à Montréal et le dessert au Grand Montréal. C'est un organisme à but non lucratif venant en aide aux femmes et toute personne s'identifiant comme femme vivant avec le VIH. Nous avons environ 355 membres et nous sommes le seul organisme au Québec qui s'occupe uniquement des femmes vivant avec le VIH. Nos services comprennent aide à l'accès aux médicaments, accompagnement personnalisé, soutien psychosocial et écoute active, affaires en compte, formation et ressources pour l'autonomie des femmes, éducation et prévention sur les violences conjugales, prévention et éducation dans la communauté auprès des jeunes, des adultes, dans les écoles et dans d'autres organismes communautaires, sur le VIH et autres maladies transmissibles sexuellement. Bonjour, je suis Tosa Médina, je suis membre de CASAM depuis 2013. Moi, CASAM m'a beaucoup aidé quand j'ai eu le diagnostic du VIH. J'avais gardé ça longtemps pour moi et je me suis rendu compte que je n'étais pas toute seule comme ça. Moi, je pensais que ma vie était finie, que j'allais plus jamais avoir de relation. Parce que pour moi, je voulais pas transmettre le virus. C'est quelque chose qui me hantait. Même si on me disait indétectable égale transmissible. CASAM m'a beaucoup aidé là-dessus. J'aime ça venir au CASAM parce que je me sens comme chez nous. Je prends un café, j'ose avec les filles. Le personnel super bienveillant avec nous, puis s'assure que nous savons ce qu'on a besoin en tant que membre. Je viens ici, c'est comme si j'avais une deuxième famille. Les femmes sont super gentilles, le personnel aussi. Je viens quand je peux, puis je me sens bien accueilli. Ça a brisé le sentiment d'isolement et de solitude parce que moi, je m'étais complètement refermé sur moi-même. Je sortais plus, je voyais plus personne. C'est grâce à CASAM que j'ai recommencé à vivre. Je lui dois beaucoup. Merci, CASAM. Nous sommes fiers de vous présenter Désir, dépister, éduquer, sensibiliser, informer pour réduire la stigmatisation. Le projet Désir est une initiative du CAPAC, en alliance avec le portail VIH-Sida du Québec pour mieux répondre aux réalités liées au VIH, au VHC et aux ITSS. Nous offrons un éventail de formations et d'ateliers. Pour l'hépatite C, découvrez nos modules VHC 101 sur les aspects biologiques de transmission et traitement, VHC 102 sur les stratégies de prévention et VHC 201 pour aborder les réalités complexes. Pour les ITSS, nous proposons les formations Immersion ITSS et Public Cible ITSS, ainsi que des ateliers combinés VIH, VHC et ITSS. Nos formations sur le VIH couvrent les aspects biologiques comme la transmission et les traitements avec VIH 101, les stratégies de prévention avec VIH 102, les aspects psychosociaux avec VIH 201 et les réalités des communautés autochtones et migrantes avec VIH 202. Pour informer et soutenir,
Nous mettons aussi à votre disposition une variété d'outils adaptés, comme des brochures, des dépliants et des guides complets disponibles pour tous. Nous offrons également des ateliers en hépatite C, spécifiquement aux personnes migrantes et nouvellement arrivées, pour un accueil adapté, offert en plusieurs langues. Cette alliance est financée par l'Agence de la santé publique du Canada. C'est grâce à ce soutien que nous pouvons offrir toutes ces activités entièrement gratuitement. Devenez membre et faites une différence avec nous. Rejoignez le CAPAC et le PRSQ pour nous aider à développer de nouvelles initiatives. L'adhésion est gratuite et le restera. Inscrivez-vous dès aujourd'hui grâce à nos formulaires en ligne. Donc, ce qui nous amène au prochain... Oh, il a encore une idée, excusez. Salut! Connaissez-vous le projet C? C'est notre réponse communautaire en esprit pour accompagner les personnes qui vivent avec l'hépatite C. Notre mission? C'est super simple, c'est de rendre le dépistage, le traitement et la guérison accessibles à tous, peu importe où vous êtes ou votre situation. On sait que les obstacles peuvent sembler insurmontables parfois. Les distances géographiques, la barrière administrative, les défis psychosociaux. Mais devinez quoi? On est là pour les faire tomber, ces barrières-là. Concrètement, on fait quoi? Des accompagnements personnalisés, du transport pour les rendez-vous médicaux, du soutien psychosocial, on distribue du matériel de prévention, on donne un coup de pouce alimentaire lors du traitement, on est là pour aider pour la recherche de logement. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'on va être capable de guider la personne dans les bonnes ressources grâce à notre super réseau de partenaires. Du diagnostic jusqu'à la planification de traitement, on reste là pour accompagner la personne dans ses démarches. Puis d'ailleurs, on a quelque chose de vraiment cool et on est super fiers. Avec nos partenaires, on a créé un projet de dépistage en milieu carcéral qui a fait vraiment une différence. Lors de notre dernier événement, c'est 178 personnes qui ont été testées, 97 dépistages complets qui ont été faits avec une infirmière spécialisée, puis il y a 3 traitements qui ont été commencés en détention grâce à ça. Le projet C, c'est plus qu'un service, c'est un organisme qui est là pour soutenir les personnes qui vivent avec l'hépatite. Parce que tout le monde mérite d'avoir accès à des soins de qualité. Est-ce que vous avez des questions? Vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin de notre aide? N'hésitez pas à nous contacter. On est là pour ça. Alors, le site web du projet C,